Et donc salut à tous et à toutes, c'est Street Tester et soyez bienvenus pour cette deuxième vidéo collect. Donc vidéo détente, hein, on se met bien, on se pose tranquille, on se prend pas la tête. On est là pour parler de jeux vidéo et pourquoi, donc deuxième vidéo collect, pourquoi sur la PS1? C'est pas là non plus où j'ai le plus de jeux ou les jeux les plus rares de ma collection. Mais par contre j'ai pas mal d'anecdotes à vous raconter dessus. Et aussi pourquoi, parce que la PS1, vu qu'on retrace un petit peu mon parcours, la PS1 est la deuxième console que on a reçue à la maison après la Mega Drive. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille d'aller la voir. Et donc on reçoit la PS1 en fin 97. Alors c'est un peu flou pour moi, mais c'est fin 97, début 98 jusqu'à peu près février 98. Mais je crois que c'est fin 97 de mémoire. Et donc moi tout simplement, c'est là que je découvre réellement ma passion du jeu vidéo. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est là où je découvre différents jeux, différents univers. Autant ultra sérieux que des jeux vachement enfantins, avec des jeux de plateforme, des jeux de combat, des jeux de sport, beaucoup de variantes de style, d'aventure, tout ça. Et c'est là où vraiment ma passion prend un essor particulier, parce qu'en fait je découvre pas mal d'univers qui se mettent à me passionner et que je deviens un gaga du jeu vidéo, quoi. C'est là où je commence à passer des après-midi de folie sur pas mal de titres. Alors malheureusement sur PS1, c'est ça que je voulais dire, c'est que je ne possède plus tous les jeux sur lesquels j'ai joué. Parce que comme tout possesseur de PS1 de cette époque-là, j'ai eu pas mal de jeux qui ont été rayés, les boîtes cassées, donc qui ont fait que les CD ont disparu, vol de jeux également. Donc il me reste vraiment un essentiel de jeux. Vous allez voir que c'est très court, hein. Mais par contre, ceux qui me restent, j'ai pas mal d'anecdotes à vous raconter dessus, donc on va commencer tout de suite par le premier jeu par lequel j'étais obligé de commencer, hein. C'est le jeu par lequel je suis obligé de commencer puisque c'est mon jeu préféré. Je pense que vous le savez, ma chaîne s'appelle The Psychomantis 13, photo de profil et de couverture Metal Gear Solid, interview d'Emmanuel Bonamy, review d'1h48 dessus, bien entendu, Metal Gear Solid. Alors Metal Gear Solid, la véritable anecdote dessus viendra sur PS2, c'est là où je vous parlerai vraiment de comment est arrivé mon amour pour Metal Gear Solid, notamment avec Metal Gear Solid 2, parce qu'en fait c'est là où tout est lié. Donc là je vais pas vous raconter plus que ce que j'ai pu vous raconter dans ma review d'1h48, très modeste, qui a pas mal vieilli, où bon de toute façon je m'étais pas trop cassé le cul au niveau du montage, c'était vraiment un montage Windows Movie Maker. Et puis Metal Gear Solid, vous savez déjà tout dessus, c'est un classique du jeu vidéo, de la pop culture, Hideo Kojima aux commandes, Solid Snake, héros incroyable, voilà. Donc j'ai pas de truc plus particulier à vous raconter dessus, mais vraiment Metal Gear Solid, l'anecdote de comment j'ai connu les Metal Gear Solid viendra sur PS2, parce que c'est à partir d'MGS2 où je pourrais vraiment vous la raconter. Donc on y reviendra sur la PS2. La PS2, elle prendra un peu de temps la vidéo, hein, je pense à vous raconter, parce que là aussi c'est un autre essor, c'est une autre importance. Mais voilà, Metal Gear Solid, vite fait pour vous faire un petit truc par rapport à ça. Donc la chaîne The Psychomantis 13, donc ma chaîne, je l'ai appelée The Psychomantis 13 parce que Psychomantis c'est mon personnage de Metal Gear Solid préféré, qui apparaît notamment dans le 1, dans le 4 et dans le 5. Et j'ai adoré ce personnage-là par rapport à son masque et son doublage français justement pour l'époque. Je l'avais trouvé vraiment captivant. Il était un petit peu terrifiant quand j'étais plus jeune comme personnage, mais j'adorais le côté qu'il ait des pouvoirs. Le combat contre lui était juste ouf. Moi, ça c'est un truc qui m'avait profondément marqué. Et quand est arrivé donc sur YouTube la possibilité de pouvoir faire des vidéos, donc j'en faisais déjà à cette époque-là depuis un petit moment, et quand est arrivé la possibilité d'avoir une durée illimitée, parce qu'il faut savoir qu'avant, pour ceux qui ne le sauraient pas, on était obligé de faire des vidéos de 15 minutes, on pouvait pas faire plus. Donc quand est arrivé la possibilité de faire des vidéos plus longues, qu'on avait une durée illimitée en fait pour faire des vidéos, c'est là que je me suis mis à bosser sur ma review de Metal Gear Solid. Pourquoi? Parce qu'à l'époque en fait il n'y avait pas énormément de vidéos sur Metal Gear Solid, et le peu de vidéos qu'il y avait, ça durait 10 à 15 minutes. Où le mec te disait bon bah voilà c'est un jeu classique de PS1, je vise personne, hein, parce qu'il y avait pas mal de vidéos comme ça. Bon bah voilà c'est Metal Gear Solid, super jeu, un jeu de tactical espionnage action, franchement c'est pas mal, tu peux te planquer contre les murs, tac tac tac, regarde tu peux taper contre le mur, c'est mortel, les boss ils sont sympas, voilà c'est un bon jeu PS1, merci au revoir. Et en fait moi ça c'était un truc qui m'intéressait pas, moi ce que je voulais c'était vraiment parler de ce que Metal Gear Solid m'avait procuré comme émotion, m'avait apporté à l'époque, avec mes humbles moyens, avec mon peu de connaissances par rapport au montage. Et vous pouvez voir la vidéo, elle est d'un niveau de merde, franchement on peut le dire actuellement, mais j'avais dit à l'intérieur tout ce qui me tenait à cœur par rapport à Metal Gear Solid. C'est pour ça que je pourrais pas vous en dire plus ici, mais voilà, j'ai voulu faire cette vidéo. Et pour moi l'aboutissement de ma chaîne YouTube, vous le savez très bien et j'en ai déjà parlé, et désolé pour ceux que ça peut saouler, mais vraiment mon interview d'Emmanuel Bonamy, c'est pour moi quelque chose que j'imaginais jamais, et c'est grâce à cette chaîne YouTube, c'est grâce à mon pseudo, c'est grâce à cette review d'1h48 sur laquelle j'ai bossé pendant plus d'1 mois pour la faire à cette époque là.
que j'ai pu faire cette interview là, et voilà, je pense que c'est le kiff de beaucoup de joueurs. Je pense que malheureusement beaucoup de joueurs n'ont pas cette chance là et n'auront pas cette chance là de pouvoir interviewer comment une voix de leur enfance, et moi j'ai eu la chance de pouvoir le faire pour Emmanuel Bonamy, donc la voix de Solid Snake, qui est mon héros de jeu vidéo préféré, Metal Gear Solid étant mon jeu préféré, ça paraît logique, et ma licence préférée. Donc ça a été vachement important pour moi. Donc voilà, Metal Gear Solid, premier du nom, un classique, chacun aime, il y en a qui détestent, je peux comprendre, même si je comprends pas trop, parce que c'est dans ce cas-là ne pas comprendre la profondeur de l'histoire, et encore plus avec les opus suivants. Mais voilà, Metal Gear Solid, un classique, rien de plus à dire. On continue, je reviendrai vraiment dessus avec MGS2. Ensuite, un autre jeu qui m'a traumatisé de l'époque PS1, Tekken 3. Alors Tekken 3, en fait, il arrive chez moi donc il est sorti en 97, mais moi, de mémoire, si je dis pas de bêtises, je l'ai reçu en Noël 98. Et voilà, ça a été une claque absolue. Pourquoi? Parce que c'est le jeu qui m'a fait aimer le versus fighting. Alors, j'ai un autre jeu, bien sûr, et je porte d'ailleurs le t-shirt aujourd'hui, donc Street Fighter, qui m'a profondément marqué, mais on y reviendra sur la Super Nintendo quand je vous ferai la vidéo collection sur la Super NES. Tekken 3, ça a été un moment incroyable pour moi. Pourquoi? Parce que le jeu avait une ambiance de fou, parce que le gameplay était énorme, les personnages étaient géniaux, il y avait tellement de choses à faire dessus, il était vraiment incroyable. Super beau pour l'époque, enfin en tout cas pour moi, avec ma vision d'enfant à l'époque, puisque j'étais un enfant. Vachement complet, beaucoup de personnages, beaucoup de systèmes de jeu, parce qu'on pouvait faire un mode arcade, donc on pouvait jouer à deux, il y avait le mode survie, il y avait le mode battle, le battle mode, il y avait le mode comment il s'appelait, Tekken Force, qui était génial en mode beat'em all en vue 2D, mais avec tout en 3D, enfin avec le décor en 3D et les persos en 3D. Alors maintenant je trouve ça ultra dégueulasse, hein, mais franchement pour l'époque moi je trouvais ça génial. Je me disais putain, il y a une autre manière de jouer, c'est mortel, ça tue et tout. Le Tekken Ball, quand on pouvait débloquer, qui était juste mortel, tous les personnages intérieurs, le jeu était ultra généreux à l'époque, chose qu'on ne voit plus maintenant, hein. Maintenant, et la preuve avec Tekken 7 aussi, c'est achète tes persos en DLC, même si j'aime beaucoup Tekken 7, mais c'est achète tes persos en DLC. Tekken 3 était d'une richesse avec le mode arcade, les cinématiques qui étaient de toute beauté pour l'époque. Il y avait vraiment une richesse absolue dans le gameplay, tout ça, et c'est là où j'ai commencé à découvrir vraiment ce qu'était la richesse d'un jeu de versus, notamment de s'entraîner, d'apprendre des combos, parce que je voulais à tout prix savoir maîtriser les combos des personnages. Je me disais putain, ils ont des coups trop stylés, je dois apprendre ce que c'est, et c'est là où je me suis mis à me buter sur Tekken. Comme je l'ai raconté, j'ai fait un vidéo test dessus, donc je vous conseille d'aller voir le vidéo test, ça vous racontera un petit peu mieux mon avis dessus et tout. Mais à l'époque j'ai fait quelques tournois, même en étant gamin, j'étais vraiment pas mauvais puisque j'ai gagné certains tournois, mais ça je le raconte dans le vidéo test, donc je vous conseille d'aller le voir, je vous en dirai pas plus dessus. Mais voilà, Tekken 3 ça a été un moment vachement important pour moi, ça a été un jeu qui a énormément compté pour moi, c'est un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps, je crois que c'est un des premiers jeux qui m'a rendu addict à la console, c'est-à-dire que je pensais qu'à Tekken. Le week-end je jouais à Tekken, je le disais je crois d'ailleurs dans le vidéo test, le week-end je pensais à Tekken, quand je rentrais de l'école c'était Tekken, quand j'étais en vacances c'était Tekken, il y avait que Tekken qui comptait pour moi quoi. Tekken c'était devenu mon jeu absolu, c'était le jeu qui tournait à bloc sur la console, à tel point que je crois que je l'ai acheté au moins 3 fois le jeu, parce que j'ai flingué les 2 autres CD à force, ils ont été rayés et tout, mais je l'ai buté ce jeu. Donc voilà, donc Tekken 3, un must-have absolu, moi ça a été un de mes jeux préférés. Aujourd'hui certes il a vieilli graphiquement et techniquement, mais vraiment pour moi ça reste un plaisir absolu. Et puis je peux pas être objectif sur ce jeu parce que vraiment j'ai passé trop de temps dessus. C'est un jeu formidable et voilà, j'ai passé trop de temps dessus, donc on va passer. Mais voilà, Tekken 3 c'était un must-have absolu. Et puis après avec le temps aussi, quand j'ai compris que les gants de Jin en devenant fan de Jojo Bizarre Adventure étaient en fait les gants comment il s'appelle déjà, Star Platinum, de Star Platinum dans Jojo Bizarre Adventure. Voilà, la référence était mortelle, ça je le savais pas, moi à l'époque je disais juste putain Jin il a des gants trop stylés. Après quand tu comprends les petites références c'est vachement cool. Il y en a d'autres aussi mais bon on va pas tout énumérer, mais voilà, Tekken 3 must-have absolu pour ma part. Ensuite, alors, est-ce que vous savez ce qu'est ceci? Alors, ça me permet de faire en plus l'alliance avec Tekken 3 juste après, c'est formidable. Enfin, juste avant. Alors, ceci, c'est le Namco Museum. Alors, comme vous pouvez voir, c'est écrit en japonais. Je crois pas que ça soit sorti chez nous en Europe, je pense même pas du tout. Ça a dû sortir qu'au Japon. En tout cas, moi, je les ai toujours trouvés comme ça. Et à l'époque, quand j'ai débarqué au magasin et que j'ai découvert ça,
Comme vous, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et en fait, le Namco Museum, il faut savoir que donc là, j'ai le N et j'ai le R qui se trouve à la fin de l'écriteau Namco. Et en fait, normalement, il est censé y avoir le A, le M, le C et le O. Et donc en fait, c'est le Namco Museum, ça réunit tous les jeux d'arcade qui sont sortis des différentes périodes de Namco. Et donc notamment sur le premier CD, on a Pac-Man, Boscognan, je pourrais revenir dessus, mais c'est un jeu d'arcade que j'ai buté avec mon père. Mais on y reviendra, j'en parlerai dans d'autres vidéos, quand je retrouverai aussi les équipements avec, on pourra en parler. Boscognan, c'est un de mes jeux d'arcade que j'ai buté. Donc il y avait du Pac-Man, du Galaga, il y avait du Rally X, il y avait du Toy Pop, du Pole Position, du Rolling Thunder, du King and Balloon, du Dragon Saber, du Rompers, du Sky Kid. Donc il y avait vraiment pas mal de jeux. Et donc ça réunissait en fait la plupart des jeux Namco d'arcade. Donc faut savoir que moi quand je l'ai pris, je savais même pas en fait qu'il y avait le A, le M, le C et le O. Donc ça en fait 6 si je dis pas de bêtises. Le N, le A, le M, le C, le O et le R. Oui c'est ça, ça en fait 6. Et donc moi j'ai le premier, le dernier, je me suis toujours dit que si jamais j'arrivais à trouver en magasin, je parle parce que sur internet c'est possible, mais si jamais j'arrivais à trouver en magasin le A, le M, le C, le O, je compléterais ceci. Bon malheureusement j'ai pas pu le faire et puis depuis c'est un peu plus galère de les choper en magasin, avec la disparition des magasins au fur et à mesure. Donc voilà, donc le Namco Museum, petite trouvaille sympathique, j'y ai passé un petit peu de temps dessus, notamment pour certains jeux qui m'ont permis de les faire découvrir, comme Dragon Saber qui est un shoot 'em up mortel. Franchement c'est un super jeu, je sais pas s'il est super connu tout, mais moi je me suis buté dessus, il était mortel comme shoot 'em up. Pourtant je suis pas un grand adepte spécialement, mais voilà, des super jeux, petits jeux d'arcade sympatoche, et c'était pour la petite anecdote. Alors ensuite je vais vous parler, voilà, donc je vais faire d'une pierre 5 coups, les Tomb Raider, donc les 5, donc c'est-à-dire Tomb Raider 1, Tomb Raider 2, Tomb Raider 3, la révélation finale et sur les traces de Lara Croft. Donc voilà, attendez, hop, on va vous les montrer, hop, voilà, tac, tac, je vous les fais en sens inverse, hein, mais bon, on s'en fout, voilà. Alors j'ai une grande anecdote à vous raconter avec Tomb Raider et ça viendra sur un autre jeu, mais ce qu'il faut savoir c'est que Tomb Raider, enfin ça viendra en même temps que je vous parlerai d'un autre jeu. Tomb Raider, c'est des jeux qui ont été vachement importants pour moi parce que comme je vous le disais, ça a été des jeux que j'ai joué avec mon père, notamment Tekken 3 aussi, je me suis buté dessus avec mon père. Et Tomb Raider a été un des jeux qui m'ont énormément rapproché avec mon père, puisqu'à l'époque, il faut savoir que mon père travaillait énormément et donc les seuls moments où je pouvais vraiment profiter avec lui, c'était sur les jeux vidéo et c'était sur Tomb Raider. Donc on a passé énormément de temps. À l'époque, je me flippais dessus. En fait, Tomb Raider avait une ambiance vraiment particulière. Donc les Tomb Raider, le 1 est mortel, le 2 est très bien, le 3 c'est là où j'ai commencé à décrocher. La révélation finale pour l'histoire est mortelle. Après le genre lui-même, j'en suis pas un ultra fan. Sur les traces de Lara était pas mal. Mais voilà, vraiment pour moi, c'est le 1 et le 2 les plus marquants. C'est ceux sur lesquels j'ai passé le plus de temps et que j'ai refait plusieurs fois avec mon père avec grand plaisir. La dernière fois, on l'a refait il y a peut-être 3-4 ans à peu près. On en a refait le 1 et le 2. Et vraiment, c'était des super jeux. Notamment le premier qui a une ambiance exceptionnelle qu'on retrouve pas vraiment dans les autres jeux. Très rarement du moins. Cette ambiance où on se sent vachement seul, où on est très solitaire. Et à l'époque, il faut savoir donc que moi, l'ambiance justement m'oppressait énormément, ce qui faisait que je n'osais pas prendre la manette. Ça a été parmi nos premiers jeux PS1, Tomb Raider le premier, qui est venu d'une manière assez marrante, comme je vous ai dit, je vous raconterai après en parlant d'un autre jeu. Et en fait, Tomb Raider a été une de mes premières frayeurs, notamment avec l'arrivée du T-Rex. Donc ça, j'en avais déjà parlé à des potes en fait. L'arrivée du T-Rex a été un moment de fou pour moi. Donc c'est dans le niveau la vallée perdue. Je crois que je me rappelle encore, mais c'est la vallée perdue. Où au départ on attaque, donc des gens se retrouvent avec des vélociraptors, ça m'oppressait à mort. C'était mon père qui prenait la manette et moi j'étais à côté de lui. J'étais là genre ouais va là-bas. Tiens je pense qu'il faut aller là, tu vois. Moi j'essayais en fait je l'épaulais quoi. J'étais un soutien et en même temps je lui donnais des directives et tout quand il était un peu perdu. Mais c'était lui qui avait la manette en main. Et en fait c'est pour ça que c'est un gros souvenir à ce niveau-là. Et en fait quand tu arrives à la vallée perdue et que tu tombes sur le tyrannosaure, c'est un moment de frayeur absolue. C'est-à-dire que pour l'époque, parce que maintenant c'est sûr que quand tu regardes, même moi ça me fait rire, mais quand tu arrives et que d'un seul coup tu as la musique qui se lance, que tu vois la caméra qui commence à trembler parce que tu entends des gros pom pom comme ça, et que d'un seul coup à cause du clipping en fond, et ça jouait vachement pour l'ambiance, c'est comme certains qui adorent Silent Hill par rapport à ça aussi, alors que c'était une limite technique dans le premier. Le clipping en fait fait que tu t'y attends pas et d'un seul coup tu vois un T-Rex qui sort de la nuit comme ça, qui s'approche vers toi. Alors maintenant il est drôle parce qu'il est polygoné à mort,
Mais à l'époque, tu vois le truc, il est énorme, il arrive vers toi, tu te dis, on va jamais pouvoir le buter. Tu lui mets 4 balles, le truc il meurt pas, t'es obligé quand même de le tirer pendant un moment. Et en plus, quand tu te foires, il peut te bouffer. Donc vraiment oppressant. Et à l'époque, on était mort 2 ou 3 fois avec mon père quand on est arrivé face à lui. En plus, Tomb Raider 1, faut pas oublier que tu sauvegardes pas quand tu veux, tu sauvegardes avec les fameux losanges de sauvegarde qui étaient distancés quand même à une sacrée distance, et au fur et à mesure du jeu, bah, ça devient de plus en plus compliqué, donc ça devient galère de pouvoir sauvegarder, et quand tu meurs, t'as les glandes. Et voilà, ça a été un moment assez exceptionnel pour moi, le moment où on croise justement le T-Rex. Ça a été un moment où j'étais là genre what the fuck, et ça m'a vraiment genre pas possible. Et notamment un des boss aussi vers la fin, alors avec mon père on l'a toujours, je sais pas vraiment son nom, je crois qu'on j'en avais parlé avec Sega une fois, il m'avait dit que c'était il s'appelle le bébé Atlante je crois, mais nous on l'a toujours appelé avec mon père le Kujat, vous savez, celui qui se déplace comme ça là sur une plateforme, et que d'ailleurs quand tu tombes c'est la plus grosse chute de Lara, et elle hurle mais comme c'est pas permis, et c'était un truc, ça me faisait flipper déjà parce que le monstre, la fin du jeu a une ambiance vraiment ultra glauque. Je parle surtout du premier parce que c'est mon préféré, mais la fin a eu quand même, à partir des derniers niveaux, on va dire du dernier quart du jeu, il y a vraiment des niveaux ultra glauques, des monstres avec une texture un peu ensanglantée, chair à vif et tout, et c'est vachement glauque. Mais voilà, Tomb Raider, la licence Tomb Raider, du moins pour moi Tomb Raider c'est que sur PS1, parce que PS2 l'Ange des Ténèbres était nul à chier, et puis après les reboots j'en suis pas fan personnellement, pour moi c'est pas des Tomb Raider, et il n'y a pas l'ambiance des Tomb Raider, donc c'est plus des Uncharted l'idole, et là où Uncharted a fait des dingueries, bah pour moi malheureusement les Tomb Raider ne valent pas le coup. C'est mon opinion, hein, comme j'ai dit c'est subjectif, chacun son avis, je peux comprendre qu'il y en ait qui adorent, mais moi personnellement en tout cas les Tomb Raider ça restera ces 5 là. Et vous allez voir qu'on va y revenir un petit peu après de Tomb Raider 1, pour la suivante anecdote. Enfin, pour une des suivantes. Mais voilà, là je vous ai donné un petit peu mon avis sur les Tomb Raider. Et d'ailleurs, révélation finale qui était vraiment pas mal par rapport à la fin, puisque bon, spoil, hein, mais bon, pour ceux qui l'ont pas fait, en même temps ça a plus de 20 ans, et puis ça a été rebooté depuis. Lara mourait. Alors après il y en a qui m'ont dit que non, c'était pas le cas, c'était réexpliqué dans un autre scénario, je sais pas quoi, mais dans la révélation finale, moi quand j'ai fait la révélation finale, à la fin elle mourait, quand il y avait la pyramide qui s'écroulait, elle mourait à l'intérieur, et donc c'était vachement surprenant pour l'époque, pour moi en tout cas en tant que jeune joueur, et voilà, ça c'était un petit truc marquant, la licence Tomb Raider a quand même été assez marquante pour moi. Alors ensuite, niveau anecdote, alors désolé, hein, il y en a qui klaxonnent à l'extérieur, donc déjà Resident Evil Director's Cut. Ne prenez jamais cette version, c'est la version DualShock américaine. Ne prenez jamais cette version-là parce que les musiques sont modifiées. C'est des musiques polyphoniques. Dégueulasses, c'est pas la véritable OST. Après Resident Evil, voilà, un jeu classique, tout le monde adore. C'est une licence de fou. Bon, même si après j'ai plus d'accroche pour Rebirth que pour cette version-là. Je l'ai connu vachement tard, hein. Resident Evil le premier, moi j'ai connu vraiment avec Rebirth. C'est à partir de là où je me suis intéressé à la licence avec un pote à moi, mais je reviendrai dessus plus tard. Et en fait, voilà, ce Resident Evil là, je l'ai fait bien plus tard avec ce pote là, après avoir fait d'ailleurs Rebirth, on a refait le premier. Moi j'ai connu Resident Evil, comme je vous l'ai dit, avec le 2 sur PS1, donc pour la petite anecdote, comme je vous l'ai dit, en fait à l'époque j'avais fait chier mon père pour qu'on aille acheter Resident Evil, pour qu'on aille acheter un jeu, et on était parti revendre des jeux, et mon père ça lui avait cassé les couilles parce que quand on a débarqué au magasin, je vois Resident Evil 2 et genre voilà, c'était le jeu super mature, super adulte, et moi j'étais là comme un con, oh putain moi je veux Resident Evil, non mais non j'ai pas peur, vas-y prends-le moi. Et donc Resident Evil 2, bah, comme je l'avais expliqué sur Dreamcast quand on l'a reçu, bah, en fait mon père avait eu les boules parce qu'il avait dû payer vachement plus, c'est à dire qu'en fait en revendant les jeux, je vais vous dire une connerie, mais il avait revendu les jeux pour c'était en francs à l'époque, mais on va dire pour 30 € par exemple, et en fait lui il me disait genre bah pour 30 € tu te prends un jeu quoi dans le magasin, et moi genre j'avais pris Resident Evil 2, et à ce moment là ça avait coûté à mon père, j'ai une connerie, mais genre 45 €, donc il avait dû rajouter du cash, ça lui avait foutu grave les glandes. Et le jeu quand on l'a ramené à la maison, moi j'étais là genre ouais ça fait pas peur et tout, première cinématique je trouve ça mortel et tout, et le jeu se lance, et tellement le gameplay, j'étais pas prêt au gameplay parce que pour moi c'était normal, genre t'allais vers le haut, t'appuyais sur la droite, t'allais à droite, t'appuyais sur la gauche et tout, j'étais pas prêt en fait au style de gameplay qui est très particulier des Resident Evil que j'ai vraiment apprécié plus tard. Et en fait, j'étais tellement stressé par le premier écran de RE2 quand il y avait les zombies que au final, le jeu, je me stressais à mort. Donc voilà, Resident Evil le premier, un classique. Ne prenez pas cette version-là, donc la version DualShock, parce que les musiques ont été modifiées et c'est dégueulasse. Après, le jeu en soi est un classique, très bon jeu, bon beaucoup moins effrayant que Rebirth, mais on y reviendra plus tard. Mais voilà, Resident Evil, un classique, pas plus à dire. Et donc en deuxième, Mega Man X5. Alors Mega Man X5, faut savoir que j'ai fait Mega Man X1 et Mega Man X5, donc les Rockman pour les intimes.
Et Mega Man X5 est tout simplement mortel parce que l'histoire je l'adore. Le développement entre Zero et Mega Man dans cet opus là est mortel. Le retour de Sigma également. Il se passe pas mal de trucs à l'intérieur, les niveaux sont mortels, graphiquement il est super beau, enfin moi en tout cas je le trouve vraiment très beau. Niveau gameplay il est toujours aussi jouissif et il se passe pas mal de trucs et vraiment moi j'ai pas eu, du fait que j'ai pas fait les autres opus à part le 1 et celui-là, j'ai pas eu de lassitude à me dire putain c'est tout le temps le même jeu ou quoi, et je n'ai pas non plus une passion absolue pour les Megaman donc j'irai pas tous les faire, mais vraiment Megaman X5 est très très bon. Et bon j'ai une petite anecdote à vous raconter dessus, je vais la faire brève. Il faut savoir que ces deux jeux-là, je les ai achetés en même temps. Dans un magasin où en fait que je ne connaissais pas à l'époque, et donc j'ai foncé dans ce magasin avec un pote. En fait c'était un pote qui voulait aller se racheter un GTA San Andreas et il m'a dit est-ce que tu connais ce magasin? Je dis non, il m'a emmené là-bas et c'était un magasin en sous-sol, donc c'est à dire qu'en fait quand tu arrivais dans le magasin bah, tu regardais en fait à hauteur des pieds des gens, c'est à dire que tu voyais la rue et tu voyais les pieds des gens, donc c'était vraiment en sous-sol. Et dans ce magasin là donc on débarque là-bas, mon pote il se prend son San Andreas, je vois le magasin, je me rappelle les vitrines sur PS2 et PS3 étaient bordées de jeux. Tu savais même pas pourquoi il les avait, genre des UFC 2009, mais genre il en avait 30 en vitrine, ça voulait rien dire, je comprenais même pas que ce magasin existe et marche en fait. Et donc mon pote prend son GTA San Andreas, on va à la caisse, on tombe sur un mec genre qui fait une gueule mais absolue, au niveau de la caisse. Le gars tire une gueule absolue, dégueulasse, et en fait je lui dis excusez-moi mais est-ce que vous auriez des jeux rétro? Et le gars il me dit rien, il prend son téléphone, il avait un téléphone fixe avec un cordon, il prend le téléphone, il appelle, il fait ouais, tu les vois à la caméra? Donc moi je commence à me dire wow ça pue la merde là, genre qu'est-ce que j'ai dit? Moi j'ai juste demandé à choper un jeu rétro en fait. Et le gars il fait ouais qu'est-ce qu'on fait? Il dit bon ça va. Il part à l'arrière, il me regarde, il me fait attendez. Il part à l'arrière, je regarde mon pote, je fais ouais il pue ton magasin, je dis c'est quoi ce truc et tout, je dis ça craint quoi. Il part à l'arrière, il revient avec une boîte à chaussures où il y avait donc Megaman et Megaman et Resident Evil, et il y avait d'autres jeux, il y avait du Chrono Trigger, du Final Fantasy, mais tout emballé en japonais, en américain, tout ça, enfin vraiment genre une petite mine d'or quoi le truc. Et le problème c'est qu'à l'époque j'avais pas encore beaucoup d'argent et les deux jeux qui m'intéressaient vraiment surtout c'était ce Resident Evil et ce Megaman là, puisque j'avais une PS1 modifiée. Et donc je lui demande combien, le gars il me regarde, il me fait attends. Il reprend son téléphone parce qu'il n'y avait pas de prix dessus. Il rappelle le mec, il lui fait bon, les deux jeunes ils sont intéressés, tu les vois à la caméra, ils sont intéressés par Resident Evil et Megaman, combien c'est? Le gars je commence à me dire ouais il va essayer on va le dire, hein, il va essayer de m'enculer, il va essayer de me les vendre à pleine blinde. Et en fait finalement je les ai eus pour une bouchée de pain, les deux. Et je m'étais dit bah je reviendrai dans ce magasin une autre fois pour récupérer les autres, genre du Chrono Trigger, tout ça sur PS1, je trouvais ça cool en US et tout. Sauf qu'entre temps, le magasin il avait fermé. Donc voilà, petite anecdote. Bon, elle est un peu plus longue, mais voilà, genre je vais pas m'éterniser dessus parce que l'autre anecdote est vachement plus intéressante et que j'ai plus envie de prendre du temps sur le dernier jeu. Donc c'est le dernier jeu de la collection et c'est un de mes bijoux. C'est un de mes bijoux pour moi de ma collection. C'est vraiment un de mes bébés. Castlevania Symphony of the Night en version japonaise. Donc avec à l'intérieur le CD de l'OST. Juste mortel, CD d'OST de Symphony of the Night, et notamment avec pas mal de pistes, notamment des anciens Castlevania. Alors, Symphony of the Night, j'ai deux anecdotes à vous raconter assez marrantes dessus. Il faut savoir que Symphony of the Night, donc pour vous remettre dans le contexte, à l'époque quand on reçoit la PS1 avec mon père, on a seulement Formula One 97, un FIFA et un ou deux autres jeux, mais je sais plus exactement ce que c'était. Et mon père, alors l'ami à mon père, donc le fameux ami que je vous disais qui avait la Dreamcast, tout ça que je vous ai raconté en première partie, dit à mon père bah tiens je te donne Symphony of the Night, moi je l'ai fini, je pense que ça peut te plaire vu que mon père lui dit bah je m'ennuie sur la console et tout, il dit bah tiens je te passe ça, je pense que ça peut te plaire. Mon père il joue, il trouve le jeu nul à chier parce que c'est pas son style de jeu, c'est pas du tout son truc. Et moi donc je lui dis bah moi est-ce que je peux y jouer et tout, il me fait bah vas-y hein, et je lance le jeu et ce jeu là a été un véritable traumatisme pour moi. Déjà parce que tout simplement la jaquette je la trouve juste sublime, cet art de Alucard devant le château, tout ça, il y a une ambiance qui s'en dégage, le dessin est magnifique vraiment. Et donc je fais le jeu et là traumatisme pour moi quoi. Tu commences, tu refais la fin, donc je le savais pas à ce moment-là, hein. À ce moment-là je suis gamin, je dois avoir 6 ans, 7 ans, et donc tu fais la fin de Shino Rondo, donc Dracula X, et donc tu fais le dernier boss, tout ça, je me fais défoncer par Dracula, au final bon t'as Maria qui vient te sauver, moi je savais pas, d'un seul coup tu deviens super fort, l'ambiance est vachement dark, à ce moment là faut comprendre que j'ai pas fait de jeu spécialement, enfin j'en ai pas fait du tout d'ailleurs de jeu avec une ambiance assez dark et tout, et le jeu me met une claque absolue.
Et genre vraiment, premier, et quand t'arrives, donc tu passes ça, donc là c'est l'intro et tout, t'as l'intro en anglais, tout ça. Et d'un seul coup, donc tu vois Lucard qui court dans la forêt, qui saute par-dessus le pont-levis, qui rentre à l'intérieur du château, les lumières qui s'allument au fur et à mesure que t'avances, la musique qui commence à se lancer, et là, c'est une claque absolue. Je tombe amoureux de ce jeu-là. Seul problème qu'il y a, c'est que moi je tombe amoureux de ce jeu là, mais mon père à cette époque là, moi j'ai 5-6 ans, 7 ans, 6 ans, 7 ans, ouais plutôt. Mon père, mon avis, il s'en bat les couilles. Non, j'ai même, ouais, j'ai plus 5-6 ans. Mon père, il s'en bat les couilles de mon avis. Il se pose pas la question de me dire est-ce qu'il le savait pas vraiment, si j'adorais ce jeu là ou quoi, puis le jeu était assez dark. Et mon père, il parle avec un collègue de travail à lui, il lui dit bon ouais moi j'ai ça comme jeu, et son pote était aussi joueur de PS1. Et son pote il lui dit ah bah Symphony of the Night, moi ça m'intéresse tout ça. Et donc mon père un jour part au travail, moi je rentre à l'école et il y a plus Symphony of the Night. Et là genre je suis là genre pourquoi il est où Symphony of the Night? Et le soir mon père rentre à la maison et me dit ah au fait c'est pour te dire Symphony of the Night on l'a plus. En échange Tomb Raider. Donc là aujourd'hui maintenant ça peut faire rire, les gens vont se dire il a échangé Symphony of the Night avec Tomb Raider, mais à l'époque c'était normal, les deux jeux ils étaient quasiment équivalents à l'époque en prix et tout sur la console. Et donc on se retrouve avec Tomb Raider, et Tomb Raider comme je vous le dis me met une claque et tout. Donc à cette époque là moi je suis gamin, genre tu me remplaces ça, bon je suis un peu dégoûté, mais tu me le remplaces par un autre jeu et il est tout aussi, enfin il est mortel aussi, il me met une claque et tout, c'est un autre jeu, un autre style de jeu et tout, mais il me met une claque tout le temps. Mais Symphony of the Night m'a imprimé la rétine. C'est un jeu que j'ai toujours admiré. Et plus tard, il coûtait une blinde, donc je pouvais pas l'acquérir. Plus tard, quand je me suis mis à faire ma collection, je ne pouvais pas l'acquérir. Et il faut savoir qu'à une époque, j'ai travaillé donc dans un magasin de jeux vidéo. J'y reviendrai sur d'autres jeux. J'ai bossé dans un magasin de jeux vidéo, et un jour où je me pointe au travail parce que je m'occupais du coin rétro à ce moment-là, je me pointe au boulot, et quand je me pointais au boulot, je regardais les allées. Et en fait, donc mes allées pour voir ce qu'on avait reçu de la part de mon chef, tout ça. Et en fait, je me pointe, et là, je vois ce Symphony of the Night trôner fièrement dans la vitrine. Et donc on l'avait rentré en fait quelques jours avant, enfin il l'avait rentré je crois un jour avant ou un truc comme ça. Et là je le vois et je me dis oh, c'est pas possible, il me le faut, je peux pas le laisser partir, c'est hors de question, il ne peut pas s'en aller ce jeu là, c'est le mien. Je veux pas voir Symphony of the Night partir, surtout que là je l'avais devant les yeux, c'est à dire que sur internet tu le voyais à tel prix, je me disais putain je pourrais jamais l'avoir. Mais là il était devant ma gueule, c'est à dire qu'il y avait une vitrine qui nous séparait, je pouvais ouvrir la vitrine en plus en bossant là-bas et le regarder. Donc j'étais là, je dis non il me le faut. Et donc je le dis à mon collègue de boulot, je lui dis mec, je dis gros, celui-là c'est hors de question. Et il faut savoir que donc à l'époque j'avais acheté Skyrim, c'était au moment de la sortie Skyrim, et au bout d'une semaine le jeu il m'avait cassé les couilles, donc chacun son avis sur Skyrim, mais au bout d'une semaine ça m'avait gonflé et tout, et je l'avais ramené pour le revendre, pour prendre à la base un autre jeu en même temps que j'avais bossé. Et en fait je dis à mon collègue écoute, j'ai ramené Skyrim, je sais que celui-là, alors je sais plus combien il le vendait, je lui dis écoute, je sais que j'ai pas le total même en te rendant Skyrim, mais écoute, je m'en bats les couilles, je revends Skyrim et les jeux qu'il y a dessus tu me bloques le Symphony of the Night et je prendrai le temps mais je te le paye, je le prends celui-là, il est hors de question qu'il s'en aille. Et donc en fait je revends mon Skyrim. Symphony of the Night est bloqué, donc puisqu'il y a plus de, à ce moment-là, il y a plus d'une quarantaine, cinquantaine d'euros, 40 euros qui est bloqué dessus. Donc le jeu, j'ai déjà un prépaiement, donc je le garde. Et le lendemain, parce que je travaillais surtout les week-ends là-bas, le lendemain quand je viens bosser, je fais ma journée de vente avec eux, je traîne un peu avec eux, tout ça. Et à la fin de la journée, mon chef vient me voir et me dit, au lieu de me dire, je te le vends, tout ça, il vient me voir et à la fin de la journée, il me dit, écoute, t'as bossé aujourd'hui, au lieu de te payer, ce que je te propose, c'est de récupérer ton Symphony of the Night sans rajouter quoi que ce soit. En fait, tu le récupères comme ça. Donc au final, le jeu m'a coûté 0. Et aujourd'hui, où un Skyrim, tu peux le récupérer sur PS4 pour 10 euros, j'ai pu récupérer mon Symphony of the Night. Et moi, à ce moment-là, je vous le dis, j'étais plus jeune et je m'en foutais d'être payé. Déjà, pour moi, de bosser dans un magasin de jeux vidéo, c'était mon rêve. Moi, c'était ce que je voulais faire toute ma vie. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus possible. Mais Symphony of the Night, c'était absolument mon bébé, c'était ce que je voulais, et quand je l'ai eu, je vous assure, quand je suis rentré à la maison, je suis heureux, et même encore aujourd'hui, à chaque fois j'ai juste à regarder la jaquette, c'est un bonheur absolu juste d'avoir ce jeu-là. Pas par rapport à la cote, pas par rapport à tout ça, et c'est pour ça que je vous disais que dans ces vidéos-là, je vais vous parler vraiment de mon amour pour ces jeux-là, parce que c'est pas une question de pognon, ça aurait pu être un autre jeu, ça aurait été la même chose, mais Symphony of the Night, j'ai une histoire avec ce jeu, et c'est ça que je voulais vous raconter. Symphony of the Night, voilà, c'est mon histoire avec ce jeu-là, et c'est pour ça que j'ai autant d'amour pour ce jeu, parce que aussi c'est un excellent jeu, c'est à partir de là que donc ça devient un Metroidvania, que voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais
Ce jeu-là, il y a tout qui est incroyable pour moi. Les chara design, tout ça était exceptionnel. L'OST était incroyable. Le jeu, ça a été un coup de poing dans la gueule envers le gamin que j'étais à ce moment-là. Et voilà, ça a été un pur chef-d'œuvre. Et j'ai adoré tout simplement ce jeu-là. Voilà, je suis tombé amoureux de ce jeu-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis heureux de l'avoir dans ma possession. Pour moi, c'est une de mes plus belles pièces, mais pas par rapport au fait de combien il peut coûter ou quoi, par rapport au fait qu'il est ultra important pour moi dans le cœur. Et ça, c'est essentiel. Voilà, nous avons fini la collection PS1. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous a fait plaisir. Encore une vidéo assez courte et on reviendra sur les autres consoles plus tard. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis ciao.